Non, là, c'est Naruto Shippuden. Là, ils ont ouvert la 10e porte de la fluidité. C'est un délire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le PSG s'est incliné 2-1 face au Bayern Munich, un Bayern qui a largement mérité sa victoire. Et une question me trottait dans la tête parce que j'ai pu entendre des réflexions à ce sujet-là sur les différents plateaux, comme quoi cette défaite était un échec pour les Parisiens. Je suis pas d'accord avec ça, je vous invite à aller revoir l'interview de Giannis Antetokounmpo dans laquelle un journaliste lui demande si sa saison est un échec. Il répond au journaliste « Chaque année où vous n'avez pas de promotion est-elle un échec? Les 9 saisons durant lesquelles Michael Jordan ne gagne pas de titre sont-elles des échecs ?» Non, mon prono sur ce match de dire que le PSG allait l'emporter 3 ou 4-1 facilement, ça c'est un échec par contre. Ça, là, y a pas de souci. Ça, c'est un gros échec. Mais cette défaite pour les Parisiens, non, c'est pas un échec. Au contraire, c'est un match très positif, je pense, pour Luis Enrique parce qu'il a aucun impact sur la saison des Parisiens, qui seront top 8 de Ligue des Champions de toute façon. Mais par contre, il va pouvoir s'appuyer dessus pour identifier les différentes faiblesses de son équipe et travailler dessus et rendre le PSG encore plus fort. Justement, c'est ça aussi qui m'a intéressé dans ce match, c'est quoi les failles des Parisiens, c'est quoi les éléments de réponse qu'ils peuvent apporter pour combler ces failles. Je crois en avoir repéré quelques-unes, donc on va analyser tout ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, première chose, cette capture, il n'y a même pas de titre et tout, mais c'est parce qu'il faut que je fasse quand même un petit mea culpa. Hein. Donc comme j'ai dit, oui, je voyais le PSG s'imposer. J'avais très largement sous-estimé le Bayern, et notamment deux hommes, Pavlovic et Laimer. Laimer a fait un match... il m'a fatigué. Derrière mon écran, Laimer, il m'a fatigué. Son pressing m'a atteint à travers l'écran. Vraiment, à la fin du match, je transpirais. Laimer, incroyable performance. Je pensais qu'il allait se faire éclater par Barcola. Rien du tout. Et Pavlovic, je le voyais se faire manger au milieu. Je me disais non, trop jeune. Petite brebis égarée au milieu des Vitinha, Ruiz, etc. Il va se faire manger. Pavlovic, 100%. J'arrive même pas à croire à la stat. 100% de passes réussies. Il y a quand même 9 passes dans la moitié de terrain adverse. Bon, il n'y a qu'une passe longue, ok, c'est que des passes courtes, mais 100% de passes réussies. Bon, voilà, ok. Ça c'était juste histoire de dire, pardon le Bayern, je pense que j'ai un biais par rapport à la Bundesliga. Clairement, je sous-estime les équipes de Bundesliga. On ne m'y reprendra plus. Au niveau des compos, on avait donc un PSG quasiment au complet. Manquait Joao Neves au milieu de terrain, mais sinon c'est plus ou moins l'équipe type, hein, et puis bon, Désiré Doué évidemment. Mais on avait quasiment la meilleure version possible du PSG qu'on pouvait avoir. Au niveau du Bayern, il y avait une petite incertitude sur Gnabry ou Jackson. Moi je penchais plus pour la solution Gnabry, c'est celle qui a été choisie aussi. Pavlovic est passé devant Goretzka, ça c'est acté. Et oui, petite surprise quand même avec Stanisic à la place de Guerreiro. Stanisic, clairement plus d'impact défensif qu'un Guerreiro et moins d'impact offensif, mais je pense que pour l'équilibre de l'équipe, ouais, c'était un très bon choix, Stanisic. Ok, on commence tout de suite par la faille. Alors, la faille côté parisien, j'en avais parlé dans l'émission, pour ceux qui ont regardé l'émission de dimanche, c'est quelque chose que j'avais observé dans le match contre Barcelone, même dans le match contre Leverkusen. C'est une faille qui est d'une force, c'est le positionnement de Pacho. Pacho, il va toujours chasser le joueur qui est face à lui pour mettre une pression constante. Et quand il chasse, en fait, je disais dans l'émission, 90% du temps, de toute façon, il gêne suffisamment le joueur ou alors il récupère le ballon. Mais il y a 10% du temps où le ballon peut ne pas être récupéré et il libère un gros espace dans son dos. C'est ce qui se passe au départ de l'action qui amène le premier but des Munichois. Il va chasser Gnabry ici, il ouvre un espace dans son dos, Gnabry en une touche magnifique la met en profondeur pour Olysée. Bref, après il y a toute l'action qui se déroule et ça finit par un but de Luis Diaz. Mais ça c'est une faille des Parisiens qu'on retrouve dans plein de matchs, mais bon, c'est pas vraiment une faille que tu peux corriger, parce que ce pressing là de Pacho apporte aussi tellement de choses que c'est une faille vraiment difficile à corriger, et j'ai l'impression qu'il va falloir plus ou moins l'accepter. On va pas demander à Pacho d'un seul coup d'arrêter de mettre des pressions et de faire le pressing, ce serait renier l'identité de jeu parisienne, mais par contre, c'est quelque chose que les Parisiens doivent avoir en tête. Peut-être que dans le logiciel des autres défenseurs, il faut qu'ils aient une façon de compenser ça, au cas où justement ça passe, qui peut-être soit plus efficace que ça ne l'est pour l'instant. Là ici on le revoit un peu plus tard dans le match, hein. Regardez, il y a Marquinhos qui était parti aussi pressé sur Gnabry, et là par contre pour le coup, autant dans la première situation Pacho, bon pourquoi pas le pressing, là c'est une erreur stratégique. Parce que ici on a Marquinhos qui n'est plus non plus à son poste, qui a déjà chassé Gnabry. Pacho il peut pas à ce moment-là mettre une deuxième lame sur Kane
qui est en position aussi basse. Je veux dire, il y a Vitinha autour. Là, dans cette situation-là, c'est plus important de laisser Vitinha revenir pour couper la course de Kane que d'aller le chercher toi-même. Il vaut mieux que tu assures ta tâche défensive, sachant que Marquinhos aussi est déjà monté. Là, du coup, Kane, il va pouvoir la mettre à Laimer. Derrière, Laimer va aller trouver Luis Diaz et ça va donner une action assez dangereuse. Bref, voilà. Donc, William Pacho, il doit faire gaffe à ça. Totalement arrêter de faire ces pressions-là, non, ça évidemment non, mais peut-être mieux jauger les situations dans lesquelles c'est peut-être pas nécessaire. Ça, c'est un axe de progression. Le deuxième point, c'est vraiment le cardio de mutant des joueurs du Bayern. Qu'est-ce qu'ils ont couru, ils ont galopé, alors après je vais vous le montrer dans les stats, hein, et ils ont fait un pressing, mais vraiment suffocant. En fait, quand on presse dans le football moderne, c'est possible d'atteindre l'égalité numérique dans le pressing. Généralement, tu presses avec toujours un joueur de moins parce qu'il y a le gardien adverse qui est impliqué et qui fait que du coup, il y a supériorité numérique pour l'équipe avec ballon. Mais là, ce que le Bayern a réussi à faire plusieurs fois sur ce match, c'est vraiment impressionnant. Ils ont réussi à presser en supériorité numérique carrément. Alors, on le sait, hein, que Paris, quand ils relancent, ils sont tellement confiants qu'ils amènent pas forcément énormément de joueurs pour ressortir le ballon. Ils préfèrent laisser du monde devant, battre le pressing, même des fois en infériorité numérique, et aller de l'avant et avoir une supériorité numérique du coup de l'autre côté. Mais là, en fait, le pressing du Bayern, il était tellement bien fait que les Parisiens, non seulement ils étaient en infériorité numérique pendant les temps de possession, donc là, vous voyez, hein, il y a 3 Parisiens dans cette zone pour 4 joueurs du Bayern, mais en plus de ça, ils n'arrivaient pas à trouver les joueurs de devant parce que les lignes de passe étaient quasiment tout le temps toutes coupées. Donc vraiment, le plan de jeu au niveau du pressing du Bayern, très très impressionnant. Là, c'est la même chose de l'autre côté, et vous vous souvenez, il y a eu plusieurs ballons perdus par Barcola là dans cette zone justement, quand il essaye de faire des remises. Le pressing bavarois était vraiment ultra oppressant. Alors après, il était ultra oppressant, mais pas totalement infaillible. Et il y a quelques fois où les Parisiens ont réussi à s'en sortir, notamment justement sur cette action. Il y a beau avoir un 3v4, là ici, la qualité de Barcola, elle va faire qu'il va réussir à éliminer Stanisic et à se projeter vers l'avant. Mais le problème, c'est qu'en fait, le pressing des Bavarois est tellement intense que dans ce match, et ça leur arrive très rarement, les Parisiens étaient obligés d'amener énormément de joueurs dans leur propre camp pour réussir à ressortir le ballon. Conséquence de ça, regardez, Barcola, quand il ressort ici, en fait, il n'y a que 2 Parisiens qui sont dans le camp adverse. Alors que généralement, si vous regardez tous les matchs de Paris, ils font en sorte de toujours avoir au moins 4 joueurs lorsqu'il y aura justement ces transitions offensives quand ils arrivent à déjouer le pressing adverse. Là, il n'y en a que 2. Et si on avance un petit peu, là on voit aussi à quel point le Bayern se donne sans compter. Regardez, on arrive ici, on est en 3v8. Il y a 8 joueurs du Bayern, et honnêtement, là-dessus, il y a quand même un angle de passe à trouver ici. Dembélé fait une bonne course, et Upamecano est derrière, et voilà, ça aurait pu donner quelque chose. Mais voilà, le Bayern compense son pressing de mutant par un repli de mutant. C'est un plan de jeu à la Marcelo Bielsa, où tout le monde court à fond du début à la fin. Et on le retrouve dans les chiffres. Alors, les 2 équipes ont fait un match de mammouth hein, au niveau de la distance parcourue. 119 km parcourus par les Parisiens, 122 par les Bavarois. À titre de comparaison, le Liverpool-Real, ça finit à 111 pour Liverpool, 112 pour le Real. Ouais, non, franchement. Et il y a des joueurs, voilà. Hein. Pavlovic, 13,7 km. Kimmich, 13,3. C'est vraiment rare de dépasser les 13 km dans un match. Généralement, voilà, on est sur du 12, Vitinha 12. Zaïre Emery aussi, gros match, 13. Après, les autres, ils n'ont pas forcément joué tout le match, donc c'est pas hyper parlant. Mais ouais, non, là, ça a cavalé plus de 11 km pour toute la ligne défensive. Michael Olise, 10 km 5. Je crois qu'il a même pas joué tout le match, Olise. Il me semble qu'il sort à la fin. Ouais, non, vraiment très très impressionnant. Même Harry Kane, 11 km et demi. C'est colossal. Et on le voit aussi au niveau du nombre de sprints. 84 sprints pour le PSG, qui est déjà un gros chiffre. 105 pour le Bayern, c'est 20 de plus. Ouais, ils ont vraiment pas compté leurs efforts. Et au niveau de l'intensité de l'énergie qu'ils ont mis, rien que par rapport à ça, ils ont mérité de gagner ce match. Au-delà de ce pressing incroyable que se sont mangés les Parisiens et qui pourra pas être réutilisé par toutes les équipes. Il faut trop de qualité pour faire ça, et pour l'instant, à part le Bayern et peut-être Arsenal et peut-être Liverpool dans un futur un peu plus lointain, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui puissent mettre cette pression-là aux Parisiens. Cette pression, elle s'accompagne d'une fluidité ultime. Alors, on a vu l'année dernière, c'était l'année de la fluidité. Hein.
On voyait des joueurs qui jouaient pas forcément à leur poste, qui faisaient du dépassement de fonction en permanence, des permutations. Mais là, le Bayern, ce qu'ils ont fait dans ce match, ils ont repoussé toutes les limites. Là, c'est Naruto Shippuden. Là, ils ont ouvert la 10e porte de la fluidité. C'est un délire. Ouais, il y a vraiment plus aucun respect pour les principes défensifs du foot de base, du foot d'avant, c'est-à-dire du foot d'il y a 2 ans. C'est-à-dire principe de base quand même, protéger l'axe pour les défenseurs centraux. Non, ils s'en fichent complètement. Là ici, regardez, il y a cet espace ici qui est complètement libéré. La seule priorité des joueurs du Bayern, c'est comment les Parisiens peuvent-ils progresser. On va couper toutes les possibilités de progression. Et les Parisiens, ils s'en sortent quand même souvent en délaissant l'axe et en partant sur le côté. Et là, ici, du coup, les Bavarois, ils font quoi? Du 2 contre 1 ici et du 2 contre 2 par là. Et vas-y Vitinha, débrouille-toi, on est en marquage individuel sur tous les autres joueurs. Il n'y a que Nuno qui est libre ici, mais il est surveillé par Leimer. Non, vraiment, le plan de jeu des Bavarois, hyper ambitieux et qui pue la confiance en soi. Qui pue la confiance quand tu laisses des boulevards comme ça dans l'axe. C'est que t'as trop confiance en ton plan de jeu, c'est incroyable. Cette fluidité, elle a été symbolisée à merveille par un homme, qui a fait un match de monstre, hein. C'est Dayot Upamecano. Je vous invite à regarder un petit peu son déplacement sur cette action, on est à 12 minutes 07. Et Upamecano, voilà, il commence à suivre le ballon et voilà ce qui va se passer. Il continue à avancer, il continue de suivre Vitinha, il continue toujours de suivre Vitinha. Il est passé du joueur le plus bas sur le terrain, là, au 4e joueur le plus haut sur le terrain. Il continue de mettre son pressing sur Vitinha. Il est passé de défenseur central à ailier droit en une action et en 6 secondes, sans sourciller, sans hésiter. Là, c'est à un autre moment. Il continue son marquage individuel sur Vitinha, il le suit, il est plus du tout en défense centrale. C'est une dinguerie. Là, c'est un autre moment du match. Il est au pressing ici, bord ligne de touche. Et là, du coup, on a cette question. Vu que Upamecano est ici, eh bien, qui suis-je, là? Qui suis-je? Qui suis-je à la place d'Upamecano? Oui, c'est Michael Olise. Voilà, Michael Olise, défenseur central. Bonjour. Bon, à côté de lui, j'imagine que c'est Jonathan Ta. Ah non, Jonathan Ta, il est là. Ah ok, d'accord, c'est Leimer. Leimer et Stanisic. Voilà. Ok. Donc, une fluidité totale pour le Bayern, hein, une grande fluidité aussi habituelle pour les joueurs parisiens, mais le Bayern, ils ont repoussé des limites quasiment encore jamais vues. Hein. J'ai montré quelques exemples, mais on l'a vu aussi avec le rôle d'Harry Kane, hein, qui se retrouve à jouer 6 pendant une partie du match. Ça, c'est depuis cette saison où il touche beaucoup plus de ballons, beaucoup plus bas sur le terrain, il se retrouve à être dans le build-up. Bref, le Bayern, c'est simple, tu veux faire une analyse tactique d'un match du Bayern à chaud, c'est impossible. Il faut que ce soit à froid, il faut que tu mettes pause sur les images pour comprendre qui est où, qui est qui, tu comprends plus rien. Paris aussi a ça dans son arsenal, évidemment, mais pour le coup, je trouve que Paris a été trop scolaire, pas pendant la première mi-temps, pas une fois que le match était à 11 contre 11, mais vraiment sur la seconde période, où justement là tu étais dans une configuration de Paris vs bloc bas toute la seconde période, et là je trouve que Paris a été un peu trop scolaire par rapport à son approche de comment jouer le match dans la surface adverse. Alors sur le but, ce qu'ils essayaient de faire systématiquement, les Parisiens, c'est de générer au moins des égalités numériques dans la surface de réparation sur les centres de Lee Kang-in, où généralement ils se retrouvaient à 3 joueurs vs Leimer, Upamecano et Jonathan Ta. Là, ici, sur le but, ils ont réussi à faire quelque chose de malin, c'est qu'ils ont mis les 3 joueurs dans la même zone qui se suivent, et résultat, ils ont généré une espèce de 3 contre 1 dans cette zone-là qui va permettre à Nuno Mendes de marquer ce but. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est pendant toute cette seconde période, Lee Kang-in tout seul a fait 15 centres. Il y a un moment où, voilà, c'était possible qu'il y ait une faille et qu'il trouve l'ouverture. Mais à l'image de ce que font plusieurs équipes en Europe, dont le FC Barcelone, Manchester United, il y a un moment quand t'es contre un bloc bas comme ça, qui décide de jouer vraiment à 10 aux abords de la surface, si tu décides de passer toute la mi-temps à centrer, il faut que t'aies tes meilleurs joueurs dans les duels aériens qui soient dans la surface en fait. Et là, ce que je reproche aux Parisiens, c'est que Pacho et Marquinhos, à aucun moment ils se sont insérés dans cette surface. On le voit avec Barcelone qui des fois carrément change son avant-centre pour faire rentrer Aroro et le faire jouer en position de 9. Paris, ils ont le droit de faire ça aussi. Là, ici, il y a des joueurs qui servent à rien dans la position dans laquelle ils sont. Nuno Mendes, ici, il sert à rien. Nuno Mendes, sur un centre de la tête ou quoi, c'est pas suffisamment bon. Les joueurs qui doivent être dans la surface de réparation adverse sur ces centres-là, c'est Ramos, ok, Joao Neves, mais après, il faut que tu ajoutes un de tes 2 centraux. Et là, typiquement, c'est un des moments où tu dois permuter. Tu dois avoir Nuno Mendes qui vient là parce qu'il sert à rien aux abords de la surface ici.
et tu dois avoir Pacho ou Marquinhos dans la surface. Ils doivent peser à ce moment-là. Et c'est ça, le PSG l'a jamais fait. Là encore, sur cette situation, on a toujours les deux défenseurs centraux qui restent là et qui protègent pas grand-chose et qui seraient beaucoup plus utiles avec l'un des deux, selon moi, dans la surface. Bah ouais, parce que là, à la 92-93e minute, quand Lee Kang-in il va centrer, ben il y a qui dans la surface? Kvara, c'est inutile. Ramos, ok. Nuno Mendes, c'est inutile. Et 24, c'est qui? C'est Mayoulou? Non, ces quatre-là, VS Leimer, Upamecano, Jonathan Tah, ils font pas le poids en fait, ils font pas le poids. Donc voilà. Donc mes deux enseignements pour Paris, au final, c'est que cette faille dans le dos de Pacho, il faut qu'ils en aient vraiment conscience et qu'ils fassent en sorte de mettre les compensations nécessaires pour limiter les dégâts que ça va créer au maximum, même si, encore une fois, ils vont pas tomber contre des équipes aussi fortes que le Bayern tous les week-ends et qu'il y a vraiment très peu d'équipes qui vont réussir à exploiter véritablement cette faille. Mais la saison est longue, l'ambition des Parisiens c'est la plus haute ambition possible, donc ils doivent peaufiner le plus de petits détails possible, et ça c'en est un. Et le deuxième, c'est dans ces situations là versus bloc bas, peut-être réfléchir à mieux utiliser les centraux pour plus peser dans la surface de réparation adverse. On s'arrête là pour cette petite analyse de ce PSG Bayern, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu d'autres éléments intéressants qui pourraient aider le PSG à progresser dans son plan de jeu. Encore une fois, gros mea culpa sur le Bayern, très très grosse équipe. Vincent Kompany là qui est caché par ma tête là avec son sourire d'ange. Ouais, c'est du très 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 haut niveau ce qu'il propose. Et hâte de voir aussi la saison du Bayern qui est quand même à 16 victoires sur 16. Jusqu'à quand on va continuer cette série incroyable? Est-ce que cette équipe va être encore meilleure avec le retour de Musiala? Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. Pas d'émission ce dimanche, je suis en déplacement. Donc on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao.